Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission Voix de fait, spéciale élection 2019. Et nous avons aujourd'hui sur le plateau d'Al Mouatine le parti Défi. Et nous avons l'honneur de recevoir Monsieur François De Smet, qui est tête de liste au fédéral. Bonjour. Bonjour. Paul Kartevets, qui est 5e à l'Europe. Bonjour. Bonjour. Et alors Rachid Ben Salah, qui est 18e à la région. Bonjour. Je vais commencer par une première question pour tout le monde. Comment ça se passe, les élections, pour vous, actuellement? Pour ma part, très physique et agréable par la même occasion, parce que ça nous permet de pouvoir avoir l'occasion de toucher un maximum de personnes, avec de différentes difficultés. Et c'est toujours bien d'avoir le feedback, le retour de la réalité, et non pas uniquement des bureaux ou des bureaux de sondage ou des médias, etc. Donc là, en l'occurrence, quand vous avez une personne en face de vous qui vous parle de ses problèmes, vous avez beaucoup plus l'envie de continuer et de pouvoir avancer en politique, afin de pouvoir leur apporter des réponses adéquates. Okay. C'est vrai qu'il y a de ça. Et du coup, c'est très enthousiasmant, surtout comme pour plusieurs d'entre nous, c'est une grande plongée dans l'inconnu et dans la nouveauté. Vous voulez faire de la politique parce que vous avez quand même quelques idées à faire partager, vous voulez le bien de vos concitoyens, et puis en fait vous vous retrouvez sur des marchés ou dans des rencontres avec des tas de questions auxquelles vous n'aviez pas pensé, des préoccupations des citoyens que, alors parfois vous avez les réponses parce qu'on a quand même des programmes, on a réfléchi, et parfois il faut essayer de les expliquer le plus concrètement possible, et de temps en temps, reconnaissons-le, mais je crois que tous les politiques vous diront la même chose s'ils sont honnêtes, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, et là vous écoutez et vous apprenez. Et là, cet apprentissage de l'écoute avec ce que ça implique, c'est la grande leçon que moi j'ai pour l'instant, avec aussi le fait que le dit Rachid, c'est fatigant, parce que c'est des exercices très différents. Une interview, des rencontres, débattre avec des gens, rencontrer des collègues, c'est très animé. Pour l'instant, c'est passionnant. Même question. Écoutez, d'abord, il faut savoir que dans nos situations, souvent, il y a un travail et une famille qui sont déjà là, donc c'est beaucoup le soir et le week-end, et parfois un peu sur l'heure de midi quand on peut déborder. Deuxièmement, je veux dire, la chose qui m'a le plus frappé dans les rencontres avec les gens pour le moment, c'est le nombre de personnes qui me disent on en a ras-le-bol des politiques. Et donc pour nous qui sommes un parti au niveau européen totalement nouveau, on doit un peu remonter ça en disant écoutez, nous on est nouveau, on n'est pas là sur le plan européen, donc ne globalisez pas trop. C'est-à-dire vous pouvez en avoir marre de certaines choses, mais il y a des alternatives. Prenez le temps. Comment ils expliquent ça, les gens, en fait? Pourquoi ce ras-le-bol? Mais ils ont un ras-le-bol complet parce que voilà qu'est-ce qui se passe pour le moment. Manque de confiance. Le manque de confiance, les affaires. On n'a pas l'impression que ça évolue beaucoup. Maintenant, on voit les effets d'annonce qu'il y a maintenant pendant la campagne, qui sont pas très réalistes quand même. C'est un peu, on se moque un peu du monde. Voilà, au niveau européen, on nous met des chefs de parti, ex-chefs de parti, tête de liste au niveau européen. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être ancien ministre, ex-chef de parti pour être tête de liste? Nous, on le pense pas. On a mis beaucoup de citoyens tête de liste. On doit faire passer ce message-là aussi aux gens. Et pour une petite note positive aussi quand même, c'est que l'équipe européenne est toute petite, il n'y a que 8 candidats effectifs, 6 suppléants. On se connaît tous, il y a un magnifique esprit d'équipe. Ça, je suis fasciné. C'est vraiment très agréable d'avoir créé cette équipe Europe chez Défi, tous ensemble pour le combat. Merci. La première question que je voulais vous poser, Rachid, sur l'abattage rituel. Vous savez que ces derniers temps, donc, on a vu couler beaucoup d'encre sur ce problème. Les musulmans qui ne comprennent plus rien par rapport à l'abattage rituel ou à l'éternisement. On sait très bien qu'à Bruxelles, c'est encore ouvert, donc il y a moyen de pratiquer le culte sans restriction. La plupart des partis politiques sont déjà très clairs, entre autres le PS, Écolo, qui sont pour. La position de votre parti? Eh bien, la position du parti, elle est fondamentalement légaliste. Et donc là, en l'occurrence, vous faites référence à ces deux partis, mais il y en a d'autres. Il y a le CDH et le MR également. Et donc, c'est assez étonnant dans la mesure où en Wallonie et en Flandre, ces mêmes partis ont voté contre. Donc ça, je pense que les citoyens doivent le savoir.
Et donc, que le PS est écolo. Le PS écolo, c'est le CDH et le MR en Wallonie qui ont déposé le texte, et il a été voté de manière unanime, d'une certaine manière en Wallonie, et en Flandre ça a été voté de la même manière. Donc on peut penser à Groen qui est donc le copilote d'écolo d'une certaine manière en région bruxelloise, et donc et le contraire évidemment en Flandre. Et donc voilà, je suis toujours étonné d'entendre ce type d'affirmations venant de certains partis qui ont clairement pris position déjà de manière antérieure. À côté de ça, il y a 2 recours en Flandre et en Wallonie, justement pour pouvoir mettre en avant le caractère discriminatoire de la mesure où la chasse, le gavage des oies et la mise à mort des nuisibles n'a pas été du tout remis en question, et c'est précisément pour ça qu'on attend la réponse donc au niveau européen, de la Cour des droits de l'homme au niveau européen. Donc ça nous permettra de pouvoir avoir une vue claire sur la situation, mais je vous le dis clairement, pour ma part, il serait entre guillemets plus que navrant d'aller dans cette direction, car il y a une communauté juive, une communauté musulmane en Belgique, il faut les respecter, et en les respectant, respecter aussi leurs rites, surtout que l'Union européenne et les droits de l'homme le permettent. Donc jusqu'à présent, ce sont via ces arrêtés qui durant de nombreuses années ont fonctionné et n'ont posé aucun problème pour si les recours dans les tribunaux donnent raison justement à l'abattage rituel, est-ce que vous allez suivre Nous sommes légalistes, évidemment, il n'y a même pas de discussion, nous sommes des légalistes, et c'est précisément pour ça que je suis venu dans ce parti également. C'est que nous avons un contingent entre guillemets de juristes et d'avocats au sein du parti qui est innombrable, et je vois mal que ce soit mon président de parti Olivier Mainguin aller contre une décision de justice. Ce serait, je ne peux même pas l'imaginer. Donc là, en l'occurrence, je fais évidemment confiance à mon président de parti et au député fédéral ici bientôt, François de Smet, pour pouvoir mettre en avant nos idées et veiller à faire en sorte de montrer l'exemple vis-à-vis du citoyen, par rapport au citoyen, en suivant, en faisant en sorte de respecter les lois de notre pays. L'avis de François de Smet, justement, par rapport à ce dossier? Alors, un dossier que je ne connais pas encore bien, je vais être honnête, mais je le trouve intéressant et fascinant parce qu'il force à une entente, une compréhension et des échanges qui manifestement n'ont pas tous eu lieu. Et des préoccupations qui, il faut le reconnaître, sont légitimes de divers côtés. Le bien-être animal, c'est quelque chose d'important. Pas seulement concernant l'abattage rituel, mais en effet, Brigitte parlait du gavage des oies et d'autres problèmes, ça ne touche pas spécifiquement que les musulmans. La société dans son ensemble doit peut-être à l'avenir, on verra, trouver des manières de mieux respecter la souffrance animale tout en perpétuant une série de traditions. On va voir de quelle manière trouver cet équilibre, et comme l'a dit Rachid, en tout cas, il faut trouver des solutions pour qu'à l'avenir, on ait des solutions, si possible, du même genre qui s'appliquent dans tous les domaines et dans toutes les régions du pays. Sinon, nous allons arriver à des discriminations impossibles, et trouver un équilibre juste entre le bien-être animal, qui doit être une vraie préoccupation, et qui est d'ailleurs une vraie préoccupation de nombreux musulmans que je connais, et le respect des rites. C'est pas nécessairement évident, sinon on n'en parlerait pas. Je vais pas dire que le problème est simple à régler, mais je crois qu'il y a là une concertation, un dialogue qui doit avoir lieu pour trouver le bon équilibre. Nous sommes des filles, le parti de la justice en toute chose. Donc j'ai bon espoir que si notre parti commence à s'intéresser à cette question, nous puissions faire partie de ceux qui vont trouver des solutions qui pourraient satisfaire tout le monde. Pour la même question au niveau européen, sachant que la directive européenne, en fait, c'est de là que vient le problème à la base, donc cette interdiction, et depuis 2012, des partis politiques de Flandre, et puis avec l'association de la protection des animaux, Gaïa, qui ont mené en fait ce processus jusqu'à l'interdiction en Flandre et en Wallonie. Qu'est-ce que peut faire l'Europe justement, alors que c'est la directive européenne qui dicte justement le fait de ce respect des animaux? Écoutez, la directive européenne, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est quelque chose qui est voté par tous les États membres de l'Union européenne. Donc on doit essayer de repersonnaliser la décision. Les gens ont souvent tendance à dire Bruxelles. Bon, il y a des gens qui ont voté un texte, donc ça c'est une première étape.
La deuxième étape, c'est sa mise en œuvre ou pas. Donc ça, il faut voir dans chaque pays comment les choses se passent, des pressions se font. Je crois que ce qui est important, et on l'a cité tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être donneur de leçons quand on a soi-même des choses qui vont pas du tout. Je suis assez content d'entendre parler du gavage de loi, qui est quand même quelque chose d'assez horrible. Et on l'a pas mentionné ici, très important, même s'il existe des textes, le transport des animaux, en général, pose un énorme problème. Les abattoirs habituels européens souvent sont l'objet de scandales. Donc je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut vraiment être juste quand on veut regarder le bien-être des animaux. Il faut le regarder partout et pas stigmatiser certaines situations. Alors maintenant, on peut aussi faire une proposition de texte alternatif pour changer les choses ou contester un texte au niveau européen. Si on peut contester un texte au niveau européen. Alors, une autre question, je poserai plutôt à François de Smet. Vous avez choisi le slogan clairement plus juste pour défi, pour les élections. Est-ce que c'est parce que c'était pas très clair auparavant, le travail plus juste qu'au fait, pourquoi le choix de ce slogan? Alors peut-être que le choix de l'adverbe visait en effet à être un peu plus assertif, offensif dans une affirmation. C'était aussi, je crois, l'idée. C'est peu couramment utilisé, le verbe d'oser utiliser des adverbes. D'habitude, vous avez des mots creux qu'on met avec des virgules. Ici, clairement plus juste. C'est vrai que notre mot-clé, ce qui peut-être nous rassemble tous chez Défi, c'est l'envie de justice. Ça a l'air, peut-être, me direz-vous que les autres partis ne sont pas nécessairement pour l'injustice, mais nous sommes un parti centriste, mais nous sommes rigoureux et même peut-être radicaux sur un point qui est le respect des droits humains, des droits fondamentaux. Et sur tout le reste, nous sommes dans une recherche d'équilibre entre l'économie de marché dont nous sommes partisans, mais également le développement et la préservation d'un monde social et d'une lutte contre la précarité. C'est très très bien qu'on aide des gens à monter des sociétés et à gagner leur vie, mais si quelque part il y a toujours des gens dans les rues, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous voulons préserver les deux. Et nous voulions l'affirmer nettement. On vient tous de quelque part, et en l'occurrence, Défi, c'est l'ancien FDF et les FDF. C'est aussi une manière pour nous de montrer que, même si le combat linguistique reste important dans certains endroits, là où les droits des francophones sont toujours mis en péril, comme en périphérie flamande. Nous sommes en fait nous ne sommes pas contre les flamands, mais nous sommes pour la protection de toutes les minorités. Nous souhaitons d'ailleurs que les néerlandophones et les autres minorités de Bruxelles soient également traités convenablement. Donc notre adversaire, c'est le nationalisme. Ce n'est pas une identité en particulier et pas l'identité flamande. Et c'est une manière pour nous de nous recentrer. Parce qu'il y a une époque où on demandait l'avis au FDF que lorsqu'il se passait quelque chose sur les questions communautaires. Non, nous sommes un parti généraliste, centriste, avec la justice chevillée au corps, et on veut que ce soit plus clair que jamais. Monsieur Cartevels, l'Europe, c'est pas très connu. Les jeunes ne connaissent pas l'Europe. Absolument. Ce qui se passe vraiment au niveau des institutions européennes et la gestion de l'Europe n'est pas connue. Qu'est-ce qu'il faudra faire en tant que je trouve que c'est vraiment très important que vous posiez cette question, parce que on va le dire à ceux qui nous suivent par radio ou par télévision, le 26 mai, c'est la 9e fois depuis 1979 que les gens vont voter pour l'Europe. Et on ne connaît toujours pas l'Europe. Donc je pense que là, il y a un constat qui est fort. Ça fait partie aussi du programme de Défi. C'est un des éléments clés de notre programme européen, c'est de rapprocher l'Europe des citoyens. Mais le faire, parce que j'ai entendu cette phrase à chaque élection, ça n'est toujours pas fait. Je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit, mais le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait, les gens savent toujours pas ce qui se passe. Pourtant, les institutions sont à Bruxelles. Vous pouvez habiter la rue à côté du Parlement européen et pas savoir ce qui s'y passe. Donc je crois que une des choses les plus importantes, c'est d'abord que la communication soit bonne. Les institutions européennes communiquent très mal. Quand vous voyez leur slogan, pour le moment, c'est le slogan qui circule dans toute l'Europe, c'est « Cette fois-ci, je vote ». Je dis en Belgique, le vote est obligatoire. Cette fois-ci, je vote, c'est comme si on ignorait que 90%, je parle comme ça parce que je travaille avec des Français, 90% des gens vont voter de toute façon. Donc le slogan de base de la Commission européenne et du Parlement européen, il est déjà pas adapté. Vous voyez, donc ils communiquent pas bien. La première chose, c'est on communique simplement, on communique convenablement. La deuxième chose, c'est quand on est élu européen, certains le font de nouveau, mais il faut le faire beaucoup plus, on doit aller vers les gens tout le temps. On travaille sur les textes européens, c'est une chose, mais on prend un maximum de temps pour aller voir des associations professionnelles, aller voir des écoles, aller voir les universités. Aller sur le terrain. Il faut aller tout le temps sur le terrain. Ce travail d'éducation, il doit être fait par les fonctionnaires européens, par les élus européens, et surtout que les médias parlent bien de l'Europe. L'Europe, c'est pas un sujet qui excite les gens.
Hein. Donc il faut trouver un moyen de rendre l'Europe un sujet c'est excitant. dommage parce que c'est là que se prennent beaucoup de dispositions de loi. Voilà, donc il faut arriver à rendre ça intéressant, et je pense que, je donne un exemple concret lié au Parlement européen. Tous les mois, il y a une session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Si les chaînes de télévision, de radio, etc., le premier lundi de la plénière de Strasbourg disaient « Bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est le lundi, c'est la semaine à Strasbourg, et les gros sujets, ça va être ça. » Et puis on interviewe quelqu'un. Vous voyez, en faire quelque chose de naturel, ça voudrait dire que... dynamique, en fait. Mais voilà, ça dure 5 ans, mandat européen. Si une fois par mois, au journal télévisé et autres, et on vous rappelle, c'est la plénière à Strasbourg, il se passe ci, il se passe ça, que tout le monde aille visiter les institutions européennes. À Bruxelles, il y a 2 musées magnifiques. Il y a le Parliamentarium, qui est une exposition permanente du Parlement, et il y a la Maison d'Histoire européenne. Je les conseille à tout le monde, ils sont magnifiques, c'est gratuit. Est-ce que vous connaissiez ces 2 musées? Non. Ben voilà. Et je crois que trop peu de monde les connaissent, et c'est à Bruxelles, c'est gratuit, ils ont vraiment bien fait ça. Donc là, il y a des outils, mais de nouveau, on communique pas sur l'outil qu'on a à disposition. Donc c'est un manque de communication. Voilà. Il faut prendre le temps de bien communiquer. Ce n'est pas parce qu'on est au XXIe siècle, à l'ère d'Internet et des téléphones mobiles, qu'on communique mieux. La nature humaine est toujours là. Oui. Et donc, il y a vraiment un gros travail à faire. Donc, Rachid, on a peut-être le même souci au niveau régional aussi. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ne comprennent pas pourquoi aller voter, ne font pas la différence entre le régional, le fédéral et l'Europe, et d'autres qui disent voilà, on vient de voter il y a 3 mois, donc pourquoi voter encore maintenant? Donc, est-ce que vous avez l'impression que les gens vous suivent vraiment, en fait, ils comprennent vraiment ces gens qui votent pour les partis? Déjà, il y a un gros problème, c'est de penser qu'il faut laisser la politique aux politiques. Ça, je pense qu'il y a un gros souci par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, et beaucoup de politiques le laissent penser de cette manière aussi. La volonté d'informer par tous les canaux possibles, d'ailleurs aujourd'hui dans votre plateau, c'est aussi informer qu'on est dans une démocratie et que leur voix compte et que les élections comptent, qu'il y a à l'époque c'était entre guillemets les privilégiés qui avaient le droit de voter et pas les plus pauvres. Et aujourd'hui, ce droit doit être, entre guillemets, revalorisé. Et de cette manière, je pense qu'il est plus que nécessaire de pouvoir informer nos plus jeunes, que ce soit dans les écoles, hein, dès le plus jeune âge, de l'importance, oui, à la base. Il est plus que nécessaire de pouvoir, entre guillemets, toucher la base. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas toucher tout le monde, mais je pense que si on touche la base, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, ben, on pourra grandir avec cette idée de démocratie et cette idée que le vote est plus que nécessaire, il est primordial. Monsieur Dusmet, une question sur la laïcité. J'ai l'impression que la laïcité défie parfois l'impression qu'il est en danger. Et j'ai écouté le président... votre président qui a évoqué le fait que les financements de l'Arabie Saoudite, etc., surtout l'islam politique, menacent la laïcité et la stabilité de la laïcité. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, on a une laïcité chez Défi qui est positive, dont l'idée est de permettre la plus grande coexistence possible des religions et des cultes reconnus, de faire en sorte que ça se fasse sur un même pied d'égalité, et cela nous l'assumons, avec, si possible, pour ce qui concerne l'islam, un islam de Belgique qui soit le moins possible alimenté par des sources étrangères. Et pour nous, que l'idée que l'exécutif des musulmans puisse reprendre la grande mosquée et que l'Arabie Saoudite n'ait plus son mot à dire, oui, ça fait partie des choses que nous assumons. Nous avons intérêt tous à ce que les musulmans de Belgique soient le mieux organisés possible, se sentent le plus à l'aise dans l'organisation de leur islam, qu'ils participent à la diversité de notre pays. Un autre point, et je sais qu'il peut faire polémique, mais nous y tenons parce que ça fait partie aussi des questions de laïcité. Nous souhaitons continuer ce qui a commencé à être fait et faire en sorte que dans les écoles, il existe un cours où on parle de philosophie, de citoyenneté et des religions, pour que chaque élève à 18 ans sache non seulement ce que c'est qui est Socrate, Platon, mais aussi ce que sont les 5 piliers de l'islam, le Yom Kippour, l'évangile, parce que, et je vous le dis en plus comme non-croyant, ça fait partie de notre bagage de l'humanité, les 3 grandes religions et des différents courants philosophiques. Et je crois que notre société serait un peu moins tendue
à la fois sur les questions de racines, sur les questions identitaires, si tout le monde se connaissait un petit peu mieux. Et ça va dans tous les sens. Et ce cours-là, objectivement, manque. On est en train d'essayer de l'installer sur 1 heure. Nous pensons qu'il faut le porter à 2. Alors, M. Karteveld, le Parlement européen, c'est 350 députés. 750. 750. Les parlementaires belges européens représentent combien, plus ou moins? Voilà, alors de nouveau, pour que les gens qui nous écoutent aient un peu une idée de l'enjeu. Oui. 750 députés européens de 28 pays, pour l'instant, 27 dans quelques mois. 28 pays, 21 députés belges, 8 députés francophones. Et ces 8 députés actuellement, que vous sachiez, les 8 députés francophones actuels sont 3 PS, 3 MR, 1 écolo, 1 CDH. Donc il y a 2 forces nouvelles qui frappent à la porte, c'est le défi et le PTB en fait. Voilà. Et donc ces députés ont un rôle vraiment direct sur l'influence de la politique économique et sociale Oui, alors il faut savoir que, en fait, je vais dire très brièvement, la Commission européenne propose des textes pour qu'on puisse travailler à 28 comme si on était un seul. C'est ça l'idée. On est 28, on veut travailler tous ensemble. La Commission, c'est la voix de l'Union, elle propose un texte. Et elle le donne au Parlement européen, donc les élus des 28 pays vont travailler sur le texte, et elle le donne aussi au Conseil des ministres, c'est à nos gouvernements. Donc grosso modo, la Commission propose, nos élus du Parlement et nos ministres vont travailler sur ce texte et se mettre d'accord sur quelque chose qui va devenir un texte de loi dans tous les pays. Plus de la moitié, certains disent plus des 2/3, des textes qui sont discutés dans les assemblées nationales viennent de Bruxelles. Je vais donner un exemple qui sera facile à retenir pour tout le monde. C'est un député espagnol qui m'avait dit ça un jour, il avait dit « Un texte européen, c'est comme un plat surgelé. » Quand il arrive sur la table des députés nationaux, ben, la recette a déjà été exécutée, les ingrédients ont déjà été choisis, on peut choisir la cuisson, ajouter des épices, mais grosso modo, si vous n'êtes pas là au moment où on choisit les ingrédients et on applique la recette, vous n'êtes pas très influent. Donc c'est pour ça que c'est important d'être actif au niveau européen. Oui. Est-ce que les mêmes députés, pour que je puisse comprendre moi aussi, qui ne maîtrisent pas vraiment ces rouages et le fonctionnement du Parlement européen, est-ce que les mêmes députés, c'est eux qui vont défendre en fait les projets ou les subventions qui arrivent souvent vers les régions, vers les communes, etc. Non. En fait, le budget européen, ça c'est quelque chose d'assez séparé. Le Parlement européen va approuver le budget européen, c'est certain. Mais ça se passe sur un cycle de 7 ans. Donc pour le moment, actuellement, on est dans le cycle 2014-2020. Première chose, c'est à grosso modo 1000 milliards d'euros. Maintenant, vous devez savoir que 80% de l'argent européen va pour moitié à l'agriculture, pour moitié à l'aide régionale. Ça veut dire que 80% de l'argent d'office revient au niveau des différentes régions d'Europe avec un boost vers les régions les plus pauvres. Une des idées du budget européen, c'est d'aider plus les régions les plus pauvres. Donc ça, c'est pas les députés qui vont impacter ça se fait déjà à un plus haut niveau. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les aides régionales qui sont importantes pour la région bruxelloise, par exemple, ça se fait de concert avec la région. Donc au moment où nous parlons, la région bruxelloise est en train de concocter son programme de développement régional 2021-2027, qu'elle va se faire approuver par la Commission, et les institutions européennes vont payer à 50% les projets de la région. Je vais vous donner un exemple. À Molenbeek, vous avez l'ancienne brasserie Bellevue qui est devenue un centre de formation hôtelière, etc. Donc voilà un très beau projet qui aide à l'intégration sociale, à l'emploi des jeunes, etc., financé à 50% par l'Europe. De nombreuses crèches ont été cofinancées par l'Europe, l'accès des plus jeunes à un encadrement aussi. Donc voilà des projets extrêmement concrets, et donc maintenant, vous pouvez parler avec la région bruxelloise pour leur dire 2021-2027, concrètement, ce qui nous intéresserait de faire à Molenbeek et dans les autres communes de Bruxelles, c'est ça. Ça, c'est une chose intéressante et concrète à faire maintenant. Rachid, je reviens vers toi. Les discriminations, je sais que vous êtes quelqu'un qui est sur le terrain aussi tous les jours, qui essaie justement de travailler pour lutter contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, etc. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent pour agir correctement sur le terrain en tant que politique? Bien, clairement, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique, c'est cette fameuse discrimination. Et les choses ne s'arrangent pas. Au vu de l'attentat en Nouvelle-Zélande,
et même ailleurs. Hein, on peut. Trois attentats. Oui, tout à fait. Les chrétiens ont été touchés, les musulmans ont été touchés, les juifs ont été touchés. Donc voilà. On essaie, entre guillemets, d'essayer de trouver le monopole du crime à l'un ou à l'autre, mais malheureusement, ils sont tous touchés par cette problématique qu'il faut combattre clairement. Et l'ambition, c'est à tous les niveaux de pouvoir. Et que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'enseignement, il est plus que nécessaire, entre guillemets, de mettre la main à la pâte et de veiller à faire en sorte de pouvoir faire aussi, je le dis clairement, les associations, je suis également vice-président du MRAX, et donc du coup, les associations ont aussi un rôle à jouer et veiller à faire en sorte de pouvoir réveiller certains politiques par rapport à la réalité de terrain. Notre volonté, c'est évidemment de pouvoir endiguer ça, et d'ailleurs, je salue l'une des ordonnances du ministre Didier Gauzoin qui a fait ce fameux testing. C'était une première en Europe. Hein. D'ailleurs, d'autres sont venus pour pouvoir avoir un petit peu plus d'infos parce qu'ils veulent faire la même chose ailleurs. Je pense à Macron. Et donc là, en l'occurrence, on arrive aujourd'hui vers des sanctions pour ceux qui discriminent, ce qui était très difficile à concevoir pour bon nombre de politiques et bon nombre de personnes qui discriminaient pensaient être tranquillement en totale impunité. Donc, ce sont des mesures, entre guillemets, notamment en matière d'emploi, qui démontrent notre volonté, en tous les cas chez Défi, de combattre la discrimination. Oui, François de Smet, l'extrémisme ne cesse d'augmenter, donc la question va dans le même sens que Rachid. Et on voit vraiment une augmentation de racisme et d'extrémisme. Entre autres, les trois attentats qui ont touché la Nouvelle-Zélande et puis le Sri Lanka et puis la dernière aux Nations Unies. Au niveau fédéral, quelle est votre stratégie d'action pour justement lutter contre l'extrémisme et comment vous allez le faire si demain vous êtes au pouvoir? Alors, vous avez d'autant plus raison que malheureusement, ces extrémismes en plus s'alimentent entre eux et que ce sont tous des alliés objectifs. Les extrémistes de tous les camps ont intérêt à ce qu'il y ait des massacres, des attentats, à ce que le monde se haïsse et se replie les uns sur les autres. Et c'est très compliqué en politique, je trouve, d'amener de la nuance, parce que le premier réflexe, c'est plutôt d'alimenter les peurs. Et on voit combien dans d'autres pays, des carrières politiques se bâtissent sur la peur. Alors, vous l'ignorez sans doute pas, mais il existe des plans pour faire un plan national de lutte contre le racisme, qui est toujours dans les cartons, que UNIA a tenté de faire, mais il s'est heurté à une certaine hostilité du monde politique jusqu'à présent. Je crois que ça doit être l'une des priorités du gouvernement fédéral, parce que c'est une problématique difficile. S'il suffisait de voter une loi, d'avoir un centre pour l'égalité des chances, pour éradiquer le racisme ou les discriminations, ce serait déjà fait, donc c'est plus complexe. Oui, il y a une série de milieux où on peut arriver à des plus grandes sanctions, et reconnaissons que dans le bilan de défi à la région, comme l'a indiqué Rachid, ce qu'a fait le ministre Gauzoin est quand même très positif, mais il y a le bâton et il y a la carotte. Il faut aussi sensibiliser les employeurs, faire en sorte que ça devienne demain des alliés, parce qu'on a besoin qu'à Bruxelles, notamment, toute une partie de la jeunesse qui, oui, pour des raisons de discrimination, mais aussi parfois pour des raisons de formation, n'arrive pas à trouver un emploi partout où cela est possible, et il faut combattre sur les deux aspects. Donc il faut amplifier cette lutte contre le racisme, et il faut, et c'est une de nos grandes revendications, c'est peut-être même la priorité numéro 1, renforcer les moyens de la justice. Et ça concerne aussi la lutte contre le racisme, parce que ça fait partie des dossiers dans lesquels, même quand il y a une plainte à la police, il arrive souvent qu'elle ne soit pas investiguée après, qu'elle reste sans suite, pas nécessairement parce que les policiers sont de mauvaise volonté, mais parce qu'ils sont débordés d'affaires et de choses à faire. La police et la justice, en ce compris sur les affaires de racisme, ont souffert énormément d'une diminution drastique de leur manque de moyens. Je ne veux pas exploiter l'affaire qui, malheureusement, est là depuis 48 heures sur la mort d'une jeune fille, mais tout est lié aussi au fait que tout à coup, on considère que la justice en général n'est plus une priorité de ce pays. Eh bien, nous entendons remettre, vous voyez que c'est pas juste un slogan, la justice au centre de tout, et ça aidera notamment dans la lutte contre les discriminations. Alors, on revient aux jeunes à l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter concrètement à la jeunesse, dans les quartiers, au niveau de l'emploi, des besoins?
que les jeunes rebondissent? Écoutez, déjà, je commencerai par dire une chose, c'est qu'un des programmes européens les plus connus, même si on ne connaît pas bien l'Europe, c'est Erasmus, qui est un programme d'échange entre les universités des différents pays. Donc déjà, ils vont tripler le budget en plus, donc je pense qu'il y a vraiment un gros effort qui est fait à ce niveau-là. Et au niveau des fonds régionaux dont j'ai parlé, il y a des lignes budgétaires plus spécifiques pour la jeunesse. Ça sera toujours l'accès à la formation, à l'éducation, au sport. Donc il y a beaucoup qui est fait. Donc vraiment, on peut dire que la jeunesse est une priorité, est vraiment une priorité pour l'Europe, ça c'est clair. Et comment justement rentrer dans ce cadre de processus de projet, de subvention? Très bien. Alors je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai un peu raccourci en disant que c'était pas les députés, enfin les députés votent bien sur les textes, mais après les priorités sont quand même décidées de commun accord avec les autorités locales. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment aller voir nos autorités locales, donc la région bruxelloise, la commune, etc., et voir, faire le lien en fait. Faire le lien entre ce que l'Europe donne comme moyen et ce que nous on veut faire. Alors là c'est pour jusqu'à 2020 parce que les financements sont déjà attribués, voir quelles sont les priorités maintenant. Et par contre, pour 2021-2027, c'est un très bon moment maintenant pour dire à la région bruxelloise, on voudrait que ce que vous demandez à l'Europe pour le prochain septennat soit très orienté sur les jeunes. Donc on peut être directement influent et faire des demandes de priorité en amont. Après, il faudra venir avec des projets et demander les financements. Il faut que le cadre soit le bon. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Une dernière question, Rachid. Un dernier mot. Pourquoi voter Défi? Bien simplement, dans un premier temps, pas uniquement dû au fait que nous n'ayons pas été trempés dans diverses affaires qu'on a connues. On pense à Publifin, on pense au SAMU social et bien d'autres malheureuses affaires qui ont touché et impacté les citoyens en premier lieu. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut bien le mettre en avant. Et c'est cette volonté de continuer dans le bon sens et dans l'intérêt des citoyens. Quand Défi est dans une commune, il a très souvent la majorité absolue, tout simplement parce que les citoyens s'y retrouvent. Tout le monde est content. Tout le monde veille à faire en sorte de faire de son mieux, car ils savent pertinemment bien que ce parti veut leur mieux. Et donc, c'est précisément pour ça que je demande aux citoyens bruxellois et d'ailleurs, en Wallonie également, de voter Défi. Alors, même question, François de Smet, pourquoi Défi, pas un autre parti? Parce que nous sommes le parti de la justice entre les excès des uns et des autres, que nous sommes radicaux sur les droits humains et que nous l'avons prouvé, que nous sommes le seul parti qui réfutera toute alliance avec la NVA et avec ses dérives, ce qui vaut quand même la peine d'être signalé, et qu'en effet nous tenons parole là où nous sommes aux responsabilités. Nous avons des vrais bilans, que ce soit la gestion de la commune de Schaerbeek par exemple, que ce soit le bilan de Didier Gossuin. C'est grâce à un ministre Défi tout de même que le chômage et le chômage des jeunes a sensiblement baissé sous cette législature. Là où nous accédons aux responsabilités, nous mettons les gens autour de la table et nous arrivons à des vrais bilans. Même question. C'est Carteveld. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Moi, je veux dire très simplement, ce qui est important, c'est que on a une structure de parti, mais on a eu le courage de mettre au niveau fédéral avec François de Smet, au niveau européen avec Benoît Cassard, des citoyens tête de liste. Je pense que les gens qui en ont un peu marre de la politique doivent se dire, tiens, là, on a un parti politique, mais qui met en avant des citoyens. On n'insiste pas assez sur cet argument. Il est vraiment extrêmement important. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de valable. On est vraiment une alternative modérée, on amène le renouveau, et effectivement, là on est au pouvoir, on a prouvé qu'on était bon, qu'on faisait le boulot tout simplement. Nous on est là pour faire le boulot, on n'est pas là pour les people et la communication. Donc je pense qu'on est une alternative sérieuse aux gens qui veulent voir autre chose. Alors, François de Smet, tête de liste au fédéral, Paul Carteveld, 5e à l'Europe, et vice-président de Défi à Jedone, et Rachid Ben Salah, 18e sur la liste régionale. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat politique. Merci à vous et bon Ramadan à tous les musulmans. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.